Donc parlons à présent de brevet dormant. Alors qu'est-ce qu'un brevet dormant? Eh bien c'est un brevet qui est maintenu en vigueur par son détenteur par le paiement d'annuités, mais qui n'est pas exploité. Ces brevets dormants en fait ne génèrent pas de revenus, tout du moins sur le plan financier. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ces brevets dormants, ça représente une part pas négligeable des portefeuilles de brevets des entreprises. Alors là, par exemple, on nous dit que IBM, Philips et Siemens n'utiliseraient que 40% de leur portefeuille de brevets. Alors il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer le recours à cette pratique de brevet dormant, mais tout d'abord, on va parler un peu des raisons techniques et financières qu'on peut évoquer. Alors ça peut être utilisé pour éviter d'avoir à dupliquer les efforts en recherche et développement. Donc je m'explique. Admettons qu'une entreprise ait développé 2 inventions qui permettent de faire la même chose, eh bien elle va préférer concentrer ses efforts en recherche et développement sur une seule innovation et garder l'autre non exploitée sous la protection d'un brevet qui sera un brevet dormant. Une autre raison pour expliquer le recours au brevet dormant, ça peut être le manque d'effet de synergie entre l'activité d'une entreprise et le développement d'une innovation protégée par un brevet. Et pour terminer, ça peut être aussi des cas dans lesquels une invention est en inadéquation avec la politique marketing ou la politique de développement d'une entreprise. Donc à ces raisons techniques et financières peuvent s'ajouter des raisons stratégiques, donc c'est là qu'on parle de la notion de brevet bloquant, à savoir qu'un brevet bloquant est utilisé par une firme pour empêcher l'usage de l'invention protégée par le brevet à ses concurrents. Donc tout ça, ça fait référence à la notion d'effet d'efficience, c'est-à-dire que lorsqu'un monopole est menacé d'entrer sur son marché, eh bien il est généralement prêt à payer plus pour éviter que son concurrent entre sur le marché, plutôt que le concurrent n'est prêt à payer pour entrer sur le marché en question. Donc ça signifie tout simplement que le monopole a plus à perdre que l'entrant potentiel n'a à gagner. Alors à présent, parlons d'innovation cumulative. On va se placer ici dans un contexte de concurrence verticale et non plus horizontale comme c'était le cas précédemment. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une innovation cumulative? Eh bien c'est une innovation qui se base sur des technologies déjà existantes pour développer une nouvelle invention. Et donc c'est un petit peu le principe d'innovation séquentielle ou de séries d'innovations les unes sur les autres. Donc les innovations cumulatives peuvent prendre plusieurs formes. Tout d'abord, ça peut être une meilleure qualité d'un produit déjà existant. Ça peut être la réduction des coûts pour un processus de production. Ça peut aussi être la découverte de nouvelles applications d'une invention. Et dans ce cas, on va parler non plus de largeur du brevet, mais de hauteur du brevet, puisqu'on est bien dans un contexte de concurrence verticale. Alors comment est-ce qu'on peut définir la notion de hauteur du brevet? Eh bien c'est à peu près comme la largeur du brevet, sauf que là ça va délimiter le seuil à partir duquel les substituts verticaux peuvent être considérés comme des contrefaçons. Donc là aussi on va se retrouver face à un arbitrage entre donner des droits à l'inventeur initial et permettre aux inventeurs suivants d'innover à partir de l'invention initiale, tout simplement. Donc ça nous amène à nous poser 2 questions. Tout d'abord, est-ce que l'inventeur initial doit être rémunéré pour les inventions qui vont se baser sur sa première invention? La réponse, plutôt oui, parce que évidemment, faut qu'il soit récompensé pour ses efforts et sa participation dans le progrès technique. Et la deuxième question, c'est est-ce que les innovations successives doivent être considérées comme des contrefaçons de l'innovation initiale? Et là, la réponse, c'est plutôt non, parce que, évidemment, les inventeurs n'auront aucune incitation à innover à partir de l'innovation initiale, tout simplement. Donc tout ça, ça revient à se demander comment est-ce qu'on devrait diviser le profit entre les innovateurs successifs. Parce qu'on comprend bien que plus on donne de droits à l'innovateur initial, plus faibles seront les incitations pour les inventeurs suivants, en fait, tout simplement. Et donc à présent, on va se poser la question du design optimal pour les innovations cumulatives. Donc le design de la protection, le design du brevet. Alors on a 2 auteurs qui sont Galini et Scotchmer qui se sont penchés sur cette question en 2002
et qui mettent bien en avant le fait que les innovations cumulatives sont assez particulières, bien qu'extrêmement répandues, et donc elles nécessitent en fait un design de brevet particulier et adapté au caractère séquentiel en fait de ces innovations. Donc la solution qu'il propose, ce serait de mettre en place des brevets larges et courts, de telle manière que l'inventeur initial puisse récupérer pleinement ses investissements en recherche et développement durant le temps de la protection, et qu'ensuite, eh bien, le reste de la société puisse assez rapidement profiter et exploiter librement l'invention afin de développer de nouvelles innovations et donc encourager tout simplement le progrès technique.